et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Cocktail, je suis toujours accompagné de Will. Toujours. Salut François. Comment ça va? Je t'ai dans la main depuis tout à l'heure. Salut, ça va? Ça va et toi? On peut serrer que le bout des doigts, j'arrive pas à serrer plus loin. Tu vois. Comment tu vas? Bloqué. Ça va bien, c'est lundi matin, ouais. C'est cool, ouais. Ouais. Ok, merci. Aujourd'hui, pour cette émission, on va parler de la gestion de projet et puis pour ça, on a la chance d'avoir deux invités de renommée. De quoi t'as dit? De renom, de renommée. De renommée, de renom, ouais. On a la chance d'avoir Camille. Salut Camille. Mais salut François. Comment ça va? Mais ça va très très bien. Ouais, super, et merci. Toi bah, ça va très bien, merci. C'est cool de t'avoir ici. Enfin. Et puis John, que vous avez déjà vu... dans de multiples épisodes. 12 000 fois, parce que c'est la deuxième fois qu'il vient. Comment tu vas, John? Ça va bien, merci les gars. Est-ce que, avant qu'on attaque directement le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être toi Camille en premier, pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors Camille, je suis associée chez Trivial Mass, agence de communication qui a 24 ans. Wow. Et je m'occupe majoritairement de tout ce qui est événements, communication, stratégie de com, etc. Donc voilà. Trop bien. John, pour les peu de gens qui ne te connaissent pas, peut-être. Je ne connais pas. Alors moi, je suis Jonathan et j'ai une agence de production photo-vidéo. Et voilà, ça fait 14 ans à peu près que j'ai ce boulot de photographe, vidéaste, homme orchestre. Je fais tout, donc la gestion de projet, le délivrable, la prise de vue, tout de A à Z. Est-ce qu'on peut revenir juste sur un truc? Ouais. Ça fait moins de 2 minutes qu'on est en podcast et j'ai déjà appris quelque chose. Déjà, le fait qu'ils disent Jonathan, moi aussi, et ça pas m'a Jonathan. Mais pourquoi alors tu nous dis pas qu'on t'appelle Jonathan? Ça fait je sais pas combien de temps qu'on t'appelle Jonathan. Non, c'est Jonathan, ouais. Mais quoi? Ouais, voilà. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est sérieux? Vous êtes sûr que vous l'avez déjà invité? Mais non, mais attends, mais c'est sérieux? Alors, la petite anecdote, c'est ma mère était donc fille au père en Angleterre et elle a appelé ma sœur Alison et donc moi c'est Jonathan à l'anglaise et pas enfin à l'américaine. Mais t'es une autre personne pour Pas moi. une du coup, autre maintenant. personne, tu vois. Ah oui, c'est Ouais. quelqu'un d'autre. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la gestion de projet. On aura, comme d'habitude, deux parties. La première partie, on va vraiment parler de comment décrocher un mandat. Donc, plus un peu un plan de A à Z, comment décrocher un mandat. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent qui soit se lancent, soit qui sont déjà dans le milieu, mais qui ont besoin de tips aussi. Et puis après, dans la deuxième partie, on parlera de plus on a déjà le mandat et comment on gère un mandat. Et peut-être qu'on va parler aussi de mandats peut-être un peu plus gros, avec des plus gros budgets, etc. Donc, première partie, c'est comment décrocher un mandat. Alors, les deux, vous n'êtes pas vous n'avez pas le même background, vous n'êtes pas de la même agence, etc., etc. Comment on décroche un mandat? John ou Camille? Ouais, comme. Vas-y. Ouais, il y a plusieurs manières, hein, clairement. Je dirais une des voies les plus simples, en fait, c'est de proposer quelque chose à un client, mais d'arriver avec une proposition. C'est-à-dire de pas envoyer un email en se disant bonjour, je suis une agence de production et on a ce service-là. Si un jour ça vous dit de travailler avec nous, ça en général, vous en avez déjà reçu des mails comme ça, j'en ai déjà reçu. Ça mène pas très loin. Le meilleur plan, c'est de se dire, ok, je sais pas, vous avez envie de faire un documentaire de kitesurf en Suisse, et puis vous dites, nous, j'ai déjà les gars, j'ai déjà les kitesurfers, j'ai déjà ce projet, la voix off est écrite, c'est ça le fil rouge, et je sais pas, est-ce que vous, en tant que marque assurance, je sais pas, Vaudoise Assurance, comme on parle que des lacs de Suisse romande, est-ce que ça vous intéresse d'être partenaire de ce projet? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, bien évidemment, c'est toujours plus pratique de se dire, est-ce que le client a déjà une ligne, je ne sais pas, dans le sport? Est-ce qu'il a déjà une ligne je veux dire, si vous adressez à un client... la banque Mirabeau, typiquement, ils ont de la voile. Ils sont premium. Donc, par exemple, si vous arrivez à un projet de voile, je sais pas, peu importe, de tour du monde, peu importe, pour la banque Mirabeau, peut-être ça les intéresse. Peut-être que ça les intéresse pas. Mais en tout cas, la manière de démarcher, celle-ci, pour moi, c'est une des plus... en tant que boîte de production, je pense que c'est une des plus convaincantes. L'autre manière, ce serait de se faire trouver via Instagram et via Portfolio, mais celle-là, elle est longue.
C'est pas un projet de... Elle est longue, mais elle est aussi... Enfin, je pense que voilà, ta boîte, tu dis, elle a 14 ans, donc tu as aussi une réputation dans le milieu. Il y a des gens qui entendent parler de toi. Là, je vois, nous, dernièrement, on a reçu une demande de Zurich pour Nuit des musées, parce qu'ils savent qu'on a bossé pour la Nuit des musées de Genève. On a amené celle à Lausanne. Donc, du coup, je pense que la réputation fait quand même aussi beaucoup. Maintenant, quand on démarre, pour moi, il y a... Enfin, en tout cas, nous, dans notre cas, il y a souvent plusieurs solutions, plusieurs cas. Soit on a un pitch qui nous est adressé à plusieurs agences. Nous, l'idée toujours, c'est d'essayer de proposer un concept original, pas d'arriver avec alors on vous sort le pack événement A, le pack événement B. C'est pas du tout le fonctionnement qu'on a, c'est plutôt ok, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre comme expérience, et d'essayer d'arriver à quelque chose un peu plus sur mesure que standard, ou alors c'est effectivement, ce qui marche aussi beaucoup, c'est le réseautage. Ça, je trouve que c'est vraiment le fait de rencontrer les gens, que ça soit aussi bien dans le cadre professionnel, vraiment pur, où on bosse pour un client qui du coup en parle à l'interne et parce qu'ils ont été contents du travail qui a été fait. Mais ça peut aussi être dans des événements à côté, dans la vie sociale, où on croise et que les gens, en fait, savent pas des fois ce qu'on fait à côté. Alors moi, j'allais dire, pour me lancer, si on vient au début pour quelqu'un qui nous écoute, qui commence, la première chose que je conseille, c'est vraiment de parler de soi, en fait, parler de son travail. Parce que demain, tu dis, moi j'ai envie d'être photographe, dis que t'as envie d'être photographe. Dis déjà à tous tes proches, j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de le faire professionnellement. Est-ce que ça t'intéresse que je te fasse, je sais pas. De toute façon, on a commencé par le mariage. William aussi. Moi, j'ai fait quelques mariages, rien en proportion par rapport à toi, mais j'ai dû en faire 5-6. Et c'est simplement parce que voilà, tu parles et les gens au début, c'est leur vie personnelle, c'est des choses comme ça. Après, et dans ce mariage, en l'occurrence, il peut y avoir quelqu'un qui a une boîte ou qui se dit mais t'es photographe, tu fais d'autres choses. Moi, c'est ce que je constate, c'est que des fois les gens pensent, parce qu'ils nous voient sous un angle, et ils pensent qu'on fait que ça. Et en fait, c'est des fois de mettre en avant qu'on sait faire d'autres choses, et ils découvrent, ils sont un peu là. Ah, mais moi, je savais pas que vous faisiez ça. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est la chose la plus dure à amener à un client qui a l'habitude de te connaître sous un certain angle, en fait. Mais c'est là où ta communication est importante, dans le sens où c'est vrai que, réseaux sociaux, etc., c'est dur, parce que quand tu commences, mais c'est des fois de savoir se mettre en avant, puis dire, en fait, d'être fier de ce qu'on a fait, puis dire, en fait, je vais le mettre en avant. Nous, le nombre de gens, mais je savais pas que vous faisiez ça. Puis on est un peu là, mais comment c'est possible que vous le saviez pas? Mais ils vont pas sur notre site. Parce que, ils nous connaissent, donc ils ont pas besoin et c'est vrai de mettre en avant ce qu'on fait. Nous, on a remarqué, on fait maintenant des showreels en début d'année. C'est bête, mais en fait, les gens, ils font, mais en fait, ok, je savais pas que vous disiez ça. Vois, c'est fou parce qu'en fait, Trivial, c'est vrai que de ce que nous on en connaît, on se connaît beaucoup, mais disons que peut-être l'image que vous dégagez, c'est tout ce qui est culture, etc. John, toi et Crew, c'est plus ce qui est sport, tourisme. Nous, on est clairement corpo, grosse boîte. Enfin, tu vois. Et en fait, on a un peu des étiquettes comme ça aussi, je trouve, un peu malgré nous peut-être aussi, tu vois. Et on prend des fois pas le temps de mettre en avant ce qu'on fait, en fait, parce qu'on est au service du client, donc c'est le client qui vient en premier. Tu fais tout pour que le projet soit nickel, et des fois tu oublies un peu de parler de ce que t'as fait, parce que on a tous bossé sur des super beaux projets dont on n'a probablement jamais parlé, je dirais ouvertement, ou on n'en a pas fait de la publicité entre guillemets, parce que on est dans le quotidien, et effectivement les gens ont tendance, moi je vois les clients à qui je parle, vu que si on traite avec eux dans ce sujet, ils pensent qu'on fait que ça. Bien sûr, en même temps, ça a aussi le fait d'avoir une étiquette, ça te canalise. Enfin, c'est pas que ça te canalise, mais les gens se disent ok, si on a besoin d'un caméraman qui va en montagne, boum, c'est eux. C'est un expert. Ils savent faire. Ils savent faire. Voilà. Si t'es trop généraliste, après, t'es obligé d'avoir quand même une étiquette pour entre guillemets que les gens se rappellent de toi pour quelque chose. Ça facilite, mais après nous, ce qu'on met beaucoup en avant, parce que je pense qu'on peut se considérer comme généraliste. Par contre, on va chercher des gens qui sont spécialisés. Si par exemple on nous challenge sur quelque chose de plus sportif, je me dis ok, attends, j'ai fait ce podcast avec Jonathan et du coup il est spécialisé dans le sport, donc ok, je pourrais lui demander. Mais c'est vrai que je pense que il faut parler de soi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. On n'ose des fois pas, parce qu'on pense que c'est un peu, en plus on est très suisse, je pense, donc il faut pas trop se mettre en avant. Et des fois on oublie en fait que il faut parler des projets qu'on a fait, faut les montrer, puis il faut en être fier. Enfin, en tout cas quand on en est fier. Et vous avez évoqué en plus quelque chose, c'est le réseau. Je pense que dans notre région, typiquement, c'est quelque chose qui est fondamental.
c'est le bouche à oreille, en fait. Complètement. Dans notre manière de se vendre, je trouve que c'est une manière... T'as une personne de confiance, ah ouais, ok, trop bien, j'y vais. Enfin, je sais pas si de manière internationale, c'est comme ça que ça fonctionne partout, tu vois. J'ai l'impression que nous, c'est quand même très bouche à oreille et en fait, t'as beau faire la pub que tu veux, les gens vont pas venir vers toi. Et c'est hyper compliqué d'aller dans des terrains qui sont pas les tiens. Si tu décides, je sais pas, d'aller dans une région où t'es pas implanté, c'est vrai que des fois il y a un petit peu ce réflexe de non, on travaille avec des gens locaux. Donc ce qui fait aussi la richesse de notre pays, et je trouve, enfin nous on milite pour travailler local parce que il y a trop de gens qui font appel, voilà, des imprimeurs en ligne à l'étranger et on a des magnifiques savoir-faire dans notre pays, on doit les mettre en avant et on travaille local aussi, donc nous on a tout intérêt à ce que les entreprises de la région veuillent travailler avec une agence de la région et pas forcément aller à New York, Londres ou je ne sais quoi. Et je pense qu'on peut leur apporter. Je pense qu'on peut aussi travailler avec ces agences-là, c'est-à-dire que voilà, elles ont des savoir-faire qui sont autres que les nôtres. Elles travaillent peut-être à des niveaux qui sont complètement, enfin, en tout cas à notre niveau, qui sont des fois stratosphériques. Par contre, on a des savoir-faire vraiment locaux, on connaît les gens, donc quand il faut trouver des gens qui savent faire quelque chose de spécifique ici, et on a une réactivité que tu n'auras pas forcément avec une agence qui est basée à New York, etc. Nous, on entend nous des process, des fois d'autres agences qui sont aussi plus grandes, où on dit ah non, mais on leur a demandé ça, mais c'est 2 semaines d'attente. Puis nous on regarde, on est là, mais nous on n'a jamais donné un délai comme ça pour, je sais pas, faire une modification de fichier. Ça nous viendrait pas à l'esprit de dire, bon, écoutez, on vous met au planning, on fait ça dans 2 semaines. On a aussi cette réactivité-là et cette plus-value, en tout cas quand on s'adresse à des clients qui sont plus des multinationales, comme on en a quelques-unes dans la région, qui je pense, c'est une vraie plus-value à mettre en avant aussi. On est réactif. On est là, en fait. Ce que tu peux faire quand t'es, entre guillemets, une petite boîte, que tu peux certainement pas faire quand tu as une grande boîte. J'imagine bien que tu as trop de demandes, tu as des process que tu dois mettre en place. Moi, j'aime bien ce que vous évoquez. Peut-être c'est peut-être un peu loin pour les gens qui se lancent. Et si on revient un petit peu aux gens qui se lancent, avant vous avez évoqué, toi tu parlais de showreel, toi tu parlais d'aller en fait chercher le client, etc. C'est quoi un peu les autres étapes pour quelqu'un qui nous écoute maintenant et qui se dit maintenant moi j'ai tout plaqué, enfin voilà, je me lance là-dedans, peu importe que ce soit du graphisme, de la photo, mais dans nos milieux, et qui se dit maintenant c'est quoi les étapes, un peu les clés pour acquérir un nouveau client? Alors moi je dirais point A, point B, tu vois. Ouais, le réseau comme on a dit, et puis déjà il faut pas décevoir quoi. Forcément il faut déjà bien bosser quoi, sinon t'es vite éliminé de la compétition. Bon, ça je dirais c'est évident. Et puis après il y a la fiabilité pour moi. Enfin, c'est être fiable. Enfin, quand moi j'embauche quelqu'un, ça va être. Enfin, je bosse avec des gens la plupart du temps parce que je sais qu'ils sont fiables. Ils vont être là le matin, ils vont pas me faire un plan. En fait, j'ai eu un problème avec ma bagnole, tu vois. Genre, les mecs, je leur dis, c'est à 8h, ce jour-là. Ils sont là à 8h, ce jour-là, à cet endroit-là. Et puis, pour moi, ça, je veux dire, quel que soit le boulot que tu rends, c'est déjà la fiabilité des gens avec qui tu bosses, c'est important. Donc, je dirais, les étapes, c'est vraiment, une fois que, même si c'est un proche et tout, tu peux pas te permettre de faire un truc où tu dis, merde, j'avais pas de backup ou ma carte mémoire. Enfin, déjà, il faut être fiable, pro, délivrer quelque chose de bien. Et en fait, après, je pense comme Camille, après, c'est le réseau, quoi. Une fois que tu as délivré quelque chose de bien, la personne va dire, mais j'ai en fait mon cousin, mon truc, tuc. Puis là, ça s'étale. Mais ça, je trouve dur au début parce que, tu vois, moi, je pense que les débuts où j'ai bossé comme photographe, je me suis grillé avec certains clients parce que, alors, fiable, j'étais parce que j'étais là et j'étais paniqué, tu vois. Par contre, la qualité du travail que je délivrais n'était pas encore à la hauteur. Et je pense qu'il y a des clients qui, tu vois, il y a 15 ans, ont connu ça, jamais ils reviendront vers moi, sauf si j'ai l'opportunité de leur prouver qu'il y a eu une évolution dans mon travail. Donc, tu vois, d'aller sur des gros clients rapidement, des fois, c'est aussi, tu te scies un peu ta branche, quoi. Ouais, complètement. Et puis, je dirais, on n'a qu'une chance. Malheureusement, dans le monde professionnel, c'est pas comme à l'école, quoi. C'est une fois que t'as grillé ta cartouche, c'est fini, quoi. Moi, je sais, il y a des mecs, je suis sûr qu'ils travaillent bien, mais je les ai embauchés une fois, ils ont merdé. T'as plus la confiance. Puis, je vais pas les rembaucher une deuxième, quoi. Même si je vois leur portfolio, je vois leur Insta, je sais qu'ils font des trucs bien, mais la fois où je l'ai embauché, le mec, il a pas assuré.
Je veux dire, on paye. Enfin, moi, j'essaie de garder des tarifs, tu vois, pas de tirer le métier vers le bas. Du coup, tu te dis, bon, je paye quand même les gens assez cher à la journée, tu vois, à hauteur de ce qu'est le prix d'un vidéaste photographe à la journée. Et pour ce prix-là, tu peux pas te permettre de dire. Non, puis je pense que j'ai foiré mon plan. Ah, j'étais pas là à la bonne heure. Ah bah les mecs ils sont passés devant moi, puis en fait j'ai pas le shot. Puis t'es un peu là, ouais. Mais bon. T'avais qu'un truc à faire. Exactement, t'avais qu'un truc à faire, bordel. Merde. Non, c'est vrai, c'est exactement. Non, puis le problème, c'est que t'engages ton nom, enfin, ta boîte ou ton nom, et c'est clair que, bah voilà, tu veux que t'as envie d'avoir une bonne réputation, d'être connu pour être fiable. C'est vrai que je pense que ces premiers mandats, ils sont vraiment durs à décrocher parce que personne te connaît, donc, comme on est dans un pays où le réseau fonctionne quand même, parce que tu vas souvent dire, je connais quelqu'un, etc. Donc c'est vrai que il faut commencer par ça, mais il faut parler de ce qu'on fait, montrer peut-être ce qu'on fait, parce que même des gens qu'on connaît ou qu'on croise comme ça quand on sort ou par hasard savent pas forcément ce qu'on fait ou qu'on s'est lancé dans une nouvelle activité et attends je te montre, etc. Et c'est cette force de réseautage. Il y a beaucoup d'événements maintenant qui sont organisés par de multiples prestataires, entreprises ou groupements ou fondations, etc. Et je pense que c'est important de s'inscrire dans des clubs, des choses comme ça. En tout cas quand on n'a pas du tout de réseau pour commencer, si le réseau je dirais perso permet pas parce qu'il y a aussi des gens qui débutent et qui sont pas forcément d'ici donc t'as pas forcément ton réseau je dirais perso je trouve cool aussi voilà il y a quand même de multiples choses et il y a plein de choses qui sont ouvertes maintenant de tout type et puis c'est testé et puis si ça le fait pas tu dis je me suis inscrit, je suis allé à quelques petits déj d'entreprise ou j'en sais rien, ça le fait pas, c'est pas grave, mais c'est pas simple parce que quand tu débarques tu connais personne, moi c'est pas un truc que j'aime faire. Alors moi j'ai une expérience comme ça où justement j'avais fait l'expérience d'aller à un truc marketing beau je crois en fait le petit twist que j'avais fait, on était allé à 2 avec quelqu'un que je connaissais très bien, avec un de mes meilleurs amis, et ça c'est génial parce que quand t'es seul dans ces réunions c'est horrible, t'es un peu et tout le monde voit que t'es un peu le crevard qui vient salut je suis ma carte et en fait nous on avait retourné un peu le truc parce que j'étais avec un bon pote. Tu vois, les gens mais aller à 2 c'est top, c'est voilà. Et puis qu'on avait des discussions et du coup tous les mecs un peu tout seuls comme ça ils venaient vers nous. Puis du coup on a rencontré beaucoup de gens comme ça et je peux dire ça a débouché sur un mandat parce que j'ai rencontré un client d'une agence à l'époque qui faisait de l'événementiel et puis j'ai bossé avec eux pendant 2 ans derrière. Donc ça a marché. Mais je suis allé que 2 fois. Voilà, mais c'est vrai que il faut et je dis ça alors que je le fais pas beaucoup, mais que c'est un Venez, on va aller 4. En fait, c'est cool. Tu te bourres la gueule en pote. C'est un peu ça. Mais ça peut être des petits déjeuners aussi le matin. T'es pas obligé de. Il y a du mimosa. Il y a du mimosa, c'est cool. C'est vrai, petit mimosa. Ça détend. T'as plus envie de donner ta carte de visite. Après, c'est vrai que c'est toujours cette position d'être attrayant, c'est quand même on se vend c'est d'être attrayant, c'est d'avoir un peu de charisme. Donc quand t'es 2 et puis que t'es déjà dans ta zone de confort, ça aide. Non mais moi je trouve ça horrible de débarquer à un endroit où tu connais personne ou à part regarder ton téléphone, tu ne sais pas quoi faire parce que t'es un peu genre là avec ton verre en train de boire et te regarder les gens et c'est affreux. Donc je trouve effectivement d'aller à 2, en tout cas au début jusqu'à que tu connaisses un peu quelques personnes, si c'est des rendez-vous réguliers, je sais pas, des événements où tu te vois 2-3 fois dans l'année. Une fois que tu connais les gens, c'est ok, c'est salut, comment ça va, mais d'être je suis assez d'accord, c'est pas simple donc d'aller avec quelqu'un même si c'est pas quelqu'un qui fait la même chose. Complètement. Moi c'était un pote qui avait rien à voir. Voilà, mais ça ouvre des portes, je pense que ça c'est une chose et puis après un petit peu regarder dans le milieu, il y a des fois des gens qui vont dire j'ai entendu parler que telle boîte cherche et puis effectivement d'essayer d'aller se vendre. Je trouve très dur de le faire en envoyant un email, une newsletter, un truc franchement c'est dur parce que nous on en reçoit je sais pas combien honnêtement. Je pense que je les lis pas, je les jette. À part si on me dit c'est William qui m'a donné votre contact parce que je propose nanana. Du coup, il y a un lien donc je me dis c'est que s'il a donné mon nom, c'est que la personne propose peut-être quelque chose de cool. Je vais regarder. Donc c'est vrai que ça aide aussi. Arriver à froid. Voilà, les gens reçoivent beaucoup de sollicitations, c'est dur de tout regarder et puis tu connais pas la qualité, la fiabilité. C'est vrai que moi j'aurais j'ai envie d'avoir un bon rendu auprès de mes clients donc c'est toujours dur mais ça veut pas dire ne pas donner sa chance. Après nous
On gère plein de projets dans d'événements qu'on gère un peu plus nous. Et tu dis, on tente, on essaye parce que, on a plusieurs opportunités au cas où ça se passe pas bien. On teste la personne, on regarde comment ça se passe. Et des fois, c'est juste génialissime alors que, tu connaissais pas la personne. Donc, je trouve aussi cool de donner sa chance. Et parfois, tu peux pas te permettre, tu dois être sûr que, ou c'est du backup. Tu dis, je vous fais bosser les deux, comme ça, au moins, Mais c'est clair que si tu fais le seul shot qu'il devait te faire, il y a quelqu'un qui passe devant, Après... Non, vas-y. Ouais, non, je regarde aussi, je pense, pour revenir à la thématique, mais par exemple, moi, j'ai embauché, je vais avoir un deuxième employé. Bravo. Mais les deux, je les ai recrutés sur le même modèle, donc c'est pas que j'ai reçu un CV et puis que je me suis dit intéressant. Enfin, je veux dire, je pense que vous en recevez. En fait, Jim, je l'ai rencontré sur une plage. Il était en train de prendre des photos de kitesurf et j'ai parlé avec lui. Puis je me suis dit, c'est cool, ce mec, il est là, il y a du vent, il pourrait kiter, mais non, il prend des photos des gars qui sont là. Une fois, ok. Je reviens, je sais plus, 15 jours après, il y a encore du vent, on refait du kite, je revois ce mec. Je commence à lui parler, je lui dis, mais tu shootes avec quoi, machin? Il me dit, je le vois galérer, puis je lui dis, il avait un petit appareil pas très performant pour faire des photos de kite, et puis je dis, je vais aller voir tes photos. Puis j'ai regardé son Instagram, et puis je me suis dit, putain, il sort des trucs bien pour le matos qu'il a. Ouais. En connaissance de cause, tu vois, je me dis, pour le matos qu'il a, c'est débrouille bien, mal, quoi. Et du coup, ça s'est passé comme ça, je l'ai revu une troisième fois. Là, c'était le coup pas de chance, mais les deux, on se retrouve à l'eau, on galère, on rentre en nageant les deux, puis là, on a discuté un long moment, puis et puis c'est comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille. Après, je lui ai dit, ça t'intéresse de te former, de bosser avec moi et tout. Trop bien. Et en fait, ouais, je pense tu vois, c'est toujours la position, je vais dire crevard, mais ouais, la position d'être demandeur, elle est jamais flatteuse, en fait, malheureusement. Et en fait, il faut trouver des petits tricks pour se placer en position de... c'est pas de se présenter, c'est de se présenter sous son meilleur angle, c'est pas de se la raconter, mais c'est de se dire, ok, si la personne a vu mon Instagram et la trouve bien, déjà t'arrives dans une position. Par exemple, si tu si tu vas à un truc de marketing et puis que tu es avec un ami, tu rigoles, les gens se dire ces gens-là ils rigolent, je vais aller vers eux. Ils sont cool, quoi. Ouais, exactement, c'est des gens cool, quoi. Si par exemple tu fais des podcasts ou si tu fais des conférences sur un thème ou si tu publies, je sais pas, en ligne des trucs en disant voilà, moi je parle de mon métier et puis je pense ci, je pense ça, et déjà t'es dans une position où les gens vont se dire il a quelque chose à dire, il sait de quoi il parle, il a une attraction, tu vois. Et moi je trouve, ce qui m'a attiré chez Jim, c'est la motivation. Tu vois, c'est aussi de voir des gens motivés qui shootent pour le plaisir et qui ont des projets personnels, et ça rejoint l'Instagram, je pense. De toute façon, il faut faire des projets personnels. Alors, c'est plus long que juste faire du réseau, mais il faut faire du personnel, publier, et puis au bout d'un moment, alors je dis, on sait jamais ce que ça rapporte vraiment. J'ai toujours l'impression que c'est plus de la notoriété. En réalité, sur 10 ans, je sais plus combien de temps ça existe Instagram, mais ça fait... moi, j'ai eu un seul contact où on m'a dit « Je t'ai trouvé via Instagram ». Après, c'était un beau mandat. Non, je pense que c'est de la notoriété. Et c'est de la notoriété, c'est juste que pas tout le monde aura ce réflexe. Les gens vont chercher peut-être le site, etc. Mais n'empêche que, peut-être que dire, mais j'ai vu ça, ok, peu importe. Et ils te voient à ce fameux petit déjeuner où tu bois ton mimosa, puis ils se disent, mais j'ai entendu parler de vous, ou peu importe. Enfin, ça reste l'intérêt. On vit dans une région qui est pas non plus, qui est quand même petite, hein. Finalement, tout le monde se connaît. Et je pense aussi que, vraiment de parler aux gens autour de soi de ce qu'on fait, ils vont en parler à d'autres, ça fait un peu effet ricochet, mais il faut pas se leurrer. Ces premiers mandats, ils sont durs à décrocher, ils sont pas simples. Des fois, tu dis oui à des trucs parce qu'il faut manger, donc voilà. Parfois, tu fais des mandats, mais il faut essayer de bien les faire et de se dire, qui sait, ça va, peut-être que ça donnera rien d'autre, mais qui sait, quelqu'un va peut-être dire, mais en fait, j'ai vu ce que vous avez fait, c'est top. Nous, on le voit déjà dans les clients qu'on a maintenant. Il y a des clients pour qui on ne bossait pas du tout à une époque. On a fait un petit truc, un deuxième petit truc, puis après c'est devenu plus grand, puis après il y a d'autres gens dans la boîte qui t'appellent, puis qui disent vous avez fait ça pour telle personne, j'ai trouvé super. Et c'est d'être aussi, je pense, toujours à dispo. Nous, pourtant, après 24 ans de boîte, on fait encore des petites choses où on rend service.
C'est toujours avoir une solution. Nous, les gens, des fois, ils viennent nous voir et disent, voilà, ma foi, j'ai ce petit truc, je sais que c'est pas, ok, mais c'est pas grave, je vais essayer de te trouver une solution. Si c'est pas nous, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Et ça, je pense que les gens apprécient aussi et se rappellent de toi et disent, ok, c'est la personne à qui j'ai demandé un tout petit truc. Ou des fois, nous, on donne, c'est vrai, des fois, on donne quelques conseils. On dit, là, en l'occurrence, vous n'avez pas le budget. Pas grave, pensez à ci, à ça. Et si jamais appelez cette personne, si vous avez besoin de ça. Mais je pense que tu te rends un peu d'une certaine manière indispensable en étant dans une attitude comme ça et pas juste revenez me voir quand vous aurez 50 000 balles en fait. En dessous, je ne travaille pas. Ouais, c'est ça. Non, et on a tous commencé par des petits mandats et nous on fait encore des petits mandats. C'est pas qu'on dit non. C'est que des fois, parce que c'est soit parce que la cause nous tient à cœur, soit parce que c'est la personne ou parce que c'est une personne dans une boîte un peu plus grande. Puis tu dis, on rend service et voilà. Tu peux pas faire que ça non plus parce que voilà, t'as des employés, il faut faire tourner une boîte, il faut payer les salaires, certes, mais c'est pas que ça. C'est aussi des fois. Moi, il y a des prestataires qui me rendent service. Vous en faites partie. Donc, n'est-ce pas? Tu flattes. On n'a pas le choix. Alors, donc, fallait que je vous demande d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'on y est, là. Maintenant, je sais que vous avez pas le choix, donc je vais. Non, mais c'est que tu rends aussi des fois service aux gens et c'est cool. Non, mais ça peut être 3 fois rien. Ça peut être prêter un truc. Tu te rends service et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Après, là, on parle du développement de la relation client, je pense. Mais effectivement, moi, je te rejoins. À mon niveau, en tout cas, c'est la flexibilité. Et puis, comme tu dis, rendre des services. Et puis, moi, j'essaye toujours aussi, au maximum, d'être honnête par rapport à ce qu'on va... c'est pas pouvoir délivrer, mais par exemple, j'avais une cliente qui est venue, elle m'a dit, j'aimerais une banque d'images. Puis, elle a commencé à me dire, j'aimerais des mains sur un café, j'aimerais... des boules de Noël parce que sur un sapin parce que ça va être la période de Noël pour son Instagram. Puis je lui ai dit mais tu sais en fait tu vas pas me payer tu as une journée de shoot par post Instagram alors qu'en fait c'est de la banque d'images que tu demandes, tu vois. Puis en fait genre inscris-toi sur une banque d'images et puis ça va te coûter 150 balles le mois puis tu cherches des images et puis tu fais ton Instagram avec ça puis nous on fait les vraies photos que tu as besoin pour tu vas vraiment illustrer que tu peux pas recréer via une banque d'images, mais si c'est pour dire c'est Pâques et puis faire un œuf avec un lapin, pourquoi, tu vois. Puis en fait ça les clients ils apprécient, tu vois, t'essayes pas de leur vendre après à tout prix quoi, tu vois. Moi quand on fait ses premiers mandats aussi, moi quand t'as une relation de confiance avec un client, que tu sais comment ça fonctionne, je trouve que il y a souvent des échanges possibles. Et des réajustements si une fois ça a été peut-être un peu moins bon ton travail et tout. Mais est-ce que vous avez une manière de procéder pour obtenir un feedback de vos clients? Parce que je trouve que c'est, en tout cas en parlant de nous, notre boîte, je trouve que c'est entre guillemets une faiblesse qu'on a, c'est que souvent on n'a pas de retour du client et on va pas le chercher. Si ce n'est, tu vois, un avis Google ou peu importe, un formulaire que tu lui envoies de satisfaction. Et je sais pas si c'est partout pareil autour du globe, mais je trouve que dans notre culture suisse romande, s'il y a quelque chose qui va pas, on va pas le dire, mais on va pas rappeler la personne. Tu vois? Alors, étonnamment, nous on le fait, enfin, en tout cas, moi je le fais pour un truc, c'est quand on perd en pitch. Alors, ce qui est bête, parce qu'en fait, je devrais aussi le faire automatiquement quand on fait un événement ou qu'on fait une com ou qu'on fait une stratégie, etc. Mais c'est vrai, quand on perd un pitch maintenant, je le fais plus facilement. Surtout quand on a fait vraiment une presse, c'est de dire qu'est-ce qui fait que vous nous avez pas choisi. Alors après, la personne ne peut ne pas être honnête et pas vouloir me dire qu'en fait ils ont détesté tout ce qu'on a présenté, j'en sais rien, mais souvent c'est assez constructif en fait. Une fois on a eu un retour, c'est vous avez proposé trop d'idées, on savait pas, nous on arrive avec plein d'idées en pensant que ça allait être super, et en fait il y en avait trop donc ils savaient plus quoi choisir, donc il manquait de vraiment ce fil rouge qu'on aurait dû leur donner, et je trouvais ça hyper intéressant. C'est vrai que on est un peu arrivé avec un catalogue d'idées parce qu'on avait plein de trucs, on disait on pourrait faire ci, faire ça, et en fait on avait plein d'idées, c'est un sujet qu'on trouvait hyper intéressant. Et là quand il m'a dit ça, j'étais là ok, intéressant et bon à savoir. En fait faut pas non plus et ça t'apprend pour la prochaine fois où tu réponds à un pitch. Après pour des clients, nous ça dépend, il y en a où c'est automatique, si c'est des gros événements, ils demandent à
à tous les invités de faire en retour. Donc ça, c'est toujours assez précieux parce que t'as de tout. Hein. T'as les gens hyper honnêtes qui vont te dire au moindre détail tout ce qui a été ou n'a pas été. Des gens, c'est plus général, mais c'est vrai que nous, on le fait pas automatiquement. Mais sur les gros événements, on fait toujours des séances de débriefing qui sont quand même assez intéressantes, où j'ai l'impression qu'on se dit quand même les choses. Ok, bien. Bah là, ça a bugué, voilà. Mais on le fait pas systématiquement. On le fait pas sur d'autres d'autres mandats. Les événements, on le fait peut-être plus facilement, mais peut-être pas sur d'autres mandats, et à tort, parce que je pense que c'est enrichissant ça peut être sous forme d'un café, ça peut être sous forme d'un lunch. Tu dis, bah, ok, voilà, on a fait ci, on a fait ça s'est bien passé, ça moins bien. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Et c'est pas parce que t'as des années d'expérience que tu fais toujours tout juste. Enfin, je pense que, au contraire, mais c'est pas en automatisme. Mais par contre, je le fais sur des pitchs qu'on a perdus. Donc tu me dirais, c'est un peu paradoxal parce que je pourrais dire, bon, bah, m'en fous, on a perdu. Ouais. En fait, ça me fait réfléchir à un truc, c'est qu'aussi, quand tu fais que sur ce que t'as perdu, tu mets l'accent sur des choses négatives, entre guillemets, où t'as pas été dans la réussite d'un mandat, etc. Mais je me le dis à moi-même, hein, tu vois, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas cette intention-là aussi dans... tu as des clients fidèles avec qui ça se passe bien, et puis te dire, bah, écoute, est-ce que tu as le temps une fois pour boire un café, je veux rien te vendre en plus, mais juste que tu me fasses un retour sur les choses qu'on pourrait peut-être améliorer pour les prochaines collaborations, ou qu'est-ce que tu aimes bien chez nous quand tu bosses avec nous, est-ce que tu es rassuré dans certains trucs? Je trouve... Enfin, moi, j'aurais de la peine à le dire sur notre entreprise, par exemple. Je sais que les clients, ils aiment assez bien qu'on soit réactif, qu'on soit quasiment tout le temps disponible, qu'on leur rende service, qu'on fournisse un travail d'assez bonne qualité. Mais ça, c'est mon ressenti. Ouais. Mais il y a quelques clients qui nous ont parlé de ça, tu vois. Mais réellement, on n'est pas... Moi, je suis pas allé chercher cette info, en fait, chez les gens. Non, c'est vrai qu'une séance de débriefing, on devrait le faire tout le temps, en fait. C'est vrai que nous, on a tendance à le faire plutôt sur les gros mandats, mais on devrait le faire tout le temps, parce que c'est hyper enrichissant. C'est vraiment... puis même quand ça s'est moins bien passé, hein, ça remet en question peut-être des fois des process. Des fois, tu peux te dire, bah, c'est peut-être pas justifié, c'est justifié. Enfin, après, de toute façon, c'est toujours une remise en question. Et je pense que la critique, elle est toujours moins agréable à entendre que quand c'est pour te dire que t'as fait du super job. Mais par contre, elle est toujours bien à prendre et dire, bah voilà, en fait, effectivement, on pourrait améliorer ci, améliorer ça. Après, en même temps, je te dis ça, on le fait pas systématiquement. Non plus nous. Mais c'est vrai qu'on devrait, même sur les plus petits mandats, en fait, de dire, ben, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, comment s'est passée la relation, etc. Ou des mandats où je suis peut-être pas forcément impliquée, mais qui sont des gens de l'équipe, c'est toujours bien. C'est pas du tout un jugement, c'est même le faire avec la personne qui était en charge, mais je trouve hyper intéressant parce que c'est hyper enrichissant. Et il y a des fois des choses toutes bêtes auxquelles t'as pas pensé, puis tu fais, pas bête. Et qui, moi, m'ont fait peut-être changer ma manière d'aborder les projets en disant, ah ouais, faut peut-être tenir compte de ça. Moi, j'ai un truc par rapport à... Excuse, François. J'ai eu un temps, je faisais des photos de mariage. Je faisais une dizaine de mariages par année, etc. Alors maintenant, c'est plus trop possible dans notre format actuel. Je le fais encore pour des gens que je connais. Le jour où je me suis marié, je me suis rendu compte des bugs que tu pouvais avoir dans ta journée de mariage et de ce que ça pouvait prendre comme énergie et comme truc où tout d'un coup, c'est un truc minime qui devient quelque chose d'énorme. Puis à la fin de ça, je me suis dit, mais en fait... Moi, en tant que client, j'ai besoin de pouvoir faire un feedback au prestataire qui va être là. Je me suis dit, mais en fait, toi qui fais du mariage, maintenant, intègre-le ces trucs-là où justement tu t'en es rendu compte pendant ta journée de mariage. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est un rendez-vous obligatoire avec les gens avant de faire leur photo de mariage, avant d'accepter et qu'eux acceptent. Enfin voilà. Tu fais ta journée de reportage. Et puis à chaque fois, je leur disais, je vous rendrai les photos autour d'un apéro. Donc vous venez à l'agence, avant à l'atelier, et puis je vous prépare un petit apéro, on boit, on s'ouvre une bouteille, on se fait un petit moment, un peu débrief, etc. Mais je me suis dit, en fait, s'il y a un truc qui s'est mal passé dans ta journée de mariage, au moins tu peux le rattraper derrière, entre guillemets, en ayant un moment prévu avec les gens où tu bois un coup, tu leur rends leurs images, et ça calme un petit peu le truc, en fait. Et c'est fou parce que ça, je l'ai intégré comme truc obligatoire dans mes offres de mariage, tu vois, que je fais quasiment plus maintenant. Mais pas en fait, pour les autres mandats. Ben oui, et puis bon, en même temps, le client qui vient d'une multinationale, il a peut-être pas le temps de venir boire un apéro avec toi, tu vois. Mais heureusement, on serait bourré tout le temps, sinon... Oh, ça serait cool. Mais tu vois, moi, j'aimerais, tu vois, présenter le film, rien que, tu vois, de le dire... Tu vois, au lieu de l'envoyer via un Dropbox, te dire, t'invites ton client, tu lui mets une télé, puis tu dis, regarde, même si ça a 1 minute,
Ouais. 2 minutes. Tu dis, regarde, on regarde le film. Déjà, tu le vois sur un grand écran. C'est comme imprimer une photo. Tu dis, Sinon, le client, enfin, moi, chez mes clients, ils l'ouvrent sur leur smartphone. Ah bah oui, parce qu'ils sont en 2 rendez-vous. Ouais, c'est ça. J'ai déjà eu des retours. Ah, c'est croppé un peu au-dessus. Puis j'étais, mais t'as double tapé sur ton iPhone. Ah ouais, bah non. Ah ouais, désolé. Puis t'es là, toi tu te dis, tu regardes chaque colonne, tu sais, t'as réglé ta colonne Picobello et tu te dis, ouais, en fait, mais bon, mais oui, moi j'ai pas intégré le feedback et c'est vrai que j'y pense souvent. C'est dur parce que, comme tu disais, tu sais, t'as pas envie d'avoir ces critiques négatives, donc d'un côté tu dis, ah, pourquoi je ferais ça pour me prendre des scuds, et puis en fait, c'est un peu, mais c'est constructif. Non, c'est construit. Et souvent, il y a plein de choses qui vont bien. Enfin, dans le feedback, c'est pas forcément, c'est qu'après, tu pointes. Et si c'est, par exemple, si dans notre cas, un événement que tu seras amené à refaire, ben, tu sais que tu peux corriger aussi. Oui. Et des fois, c'est pas des bugs du tout qui sont liés à la prestation que t'as fournie, mais c'est lié à l'organisation globale, ou des fois, c'est chez le client, et c'est quelque chose que t'as pas forcément pointé. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, tu commences à savoir, mais c'est vrai que quand tu commences, ben, des fois, moi, c'est ce que je dis toujours à nos équipes, déjà, on sauve pas des vies, donc généralement quand il y a un bug, je veux dire, il y a personne ne va en mourir, donc déjà on peut juste remettre l'église au milieu du village en perspective. C'est pas genre voilà, faut aussi. Alors oui, c'est important et on veut rendre un service vraiment qualitatif, mais la plupart des problèmes déjà, tu peux trouver des solutions. Vraiment, la plupart du temps, ce que toi t'as l'impression qu'il est énorme, tu te dis mon Dieu, tout le monde va remarquer. La plupart des gens vont pas forcément remarquer, mais ça permet aussi pour la fois suivante de dire attention, faut tenir compte de ça, etc. C'est vrai que nous, je pense, on le fait quand même assez régulièrement sur les plutôt gros événements, certes, mais ou gros projets, je dirais, grosse communication ou un design qu'on a pu faire. Puis après, tu dis bah ok, quand c'est mis à l'épreuve du truc, ben tu vois les choses qui vont pas, et t'essayes de corriger ce que tu peux corriger. Et t'apprends beaucoup, et je pense que la fois suivante, tu feras du meilleur boulot, vraiment. Ouais, et des fois, c'est des critiques hyper positives. C'est des trucs que t'es un peu là, ok, d'accord. Enfin, puis des fois, ça tient des détails. On te dit, ah, mais ça, c'était super. On a adoré ça. Puis fait un peu genre, ok, cool. Genre, bah, je savais pas que ça avait aussi autant et ça a eu de l'importance pour un client, ça l'aura pas pour le suivant, mais voilà, t'essayes de... Et c'est vrai que moi, je suis très perfectionniste, donc c'est pas simple, hein, quand on dit que ça c'est pas allé, puis t'es un peu la mince, j'ai pas pensé à ça, etc. Mais honnêtement, ça t'apprend pour la fois suivante, et c'est hyper enrichissant. Et ça te permet peut-être de revoir aussi tes processus. Ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Il y a des fois aussi des gens qui ont un fonctionnement qui est pas du tout le même que le tien. Donc, ça va pas non plus remettre en cause tout le fonctionnement de ta boîte pour une critique. Mais des fois, c'est des choses auxquelles on te fait penser, puis tu dis, ah ouais. J'ai pas pensé à ça. On pourra peut-être revenir sur ce côté tout feedback, etc. dans la partie 2 pour un peu conclure avec cette partie 1. Donc on est toujours, on parlait de, on va se proposer à des clients, on montre ce qu'on sait faire, etc., etc. Maintenant, quand c'est l'étape où on est un peu plus loin, on a une certaine notoriété, je dirais, même si on est indépendant, solo, et puis que ça fait pas longtemps qu'on le fait, on se fait appeler en fait pour un job. Et dans le mail ou l'appel, on dit, en fait, il y a, juste pour vous prévenir, j'ai demandé aussi à 3 autres agences ou 3 autres vidéastes ou 3 autres graphistes de m'envoyer une offre. Déjà, comment est-ce qu'on gère ça, sachant qu'il y a de la concurrence à côté, comment on se positionne? Et puis deuxièmement, s'il y a un refus, comment on gère ce refus? Tu dis s'il y a un refus du... C'est-à-dire que tu présentes et on dit non. Alors, quand tu es une plus grosse agence, tu as 24 ans, je suppose que c'est aussi, tu as plus l'expérience d'accepter ce refus, et puis tu as ce feedback, tu as plus les épaules. Je pense que c'est important justement à ce moment-là de demander le feedback. Mais c'est vrai que nous, ça a été un grand débat à l'interne de comment on fait, parce qu'on avait tendance à répondre, voilà, on avait des pitchs qui arrivaient, puis on avait tendance à toujours répondre, peu importe les conditions. Maintenant, on est devenu un tout petit peu plus strict dans le sens où demander une offre, aucun problème. Offre, référence, ça fait partie du job, on donne ça volontiers, je veux dire, on les a à disposition. Après, des fois, t'as des gens qui disent, j'ai demandé à 10 prestataires, et puis on aimerait la stratégie, le concept, machin, tout ça, et puis c'est non rémunéré. Puis en fait, t'es un peu là, en fait, nous, on va mettre de l'énergie, du temps, et en fait, on a remarqué que de le dire aux gens, c'est des fois, ils y ont pas pensé. Ça peut être ça peut être vraiment tout type de clients, hein, des gens actifs dans le culturel, des plus petites structures, des grosses boîtes, où en fait, quand tu leur dis, mais en fait, peut-être demander à moins de prestataires, mais rémunérer les gens qui vont pas emporter le mandat, même si c'est significatif, ça couvrira jamais tous tes frais, mais ça donne aussi une certaine valeur à ton travail. Faut pas exagérer, faut pas arriver en disant, voilà, vous nous versez 5 000 francs. Nous, ça peut être des pitchs qui vont rémunérer 1 000, 1 500, peut-être 2 000 francs.
Mais ça donne une valeur à ce que tu vas rendre. Et ça c'est uniquement, effectivement, s'il y a un travail derrière. De nouveau, si c'est juste une offre, c'est des prix et des références, pour nous, ça, on le donne volontiers. Mais quand on sait qu'il y a 10 ou 15, enfin, des fois, les gens demandent un nombre, puis on est là, mais en fait, bah non, on n'y va pas, en fait. Des fois, de refuser, ça valorise aussi ton travail, en fait. De dire, non, en fait, je vais pas dire oui. Alors, je sais que quand c'est des premiers mandats et que t'en as besoin, c'est plus dur de dire je vais pas y aller. Mais je pense aussi de mettre quelques conditions parce que mine de rien ton savoir c'est ça ta valeur ajoutée. Ta valeur, c'est clair. Donc si tu te donnes tout et puis qu'en plus après ils peuvent partir et le faire avec quelqu'un parce qu'il est moins cher, quoi, c'est un peu dommage et je pense que ça valorise vraiment ton travail des fois de dire désolé mais on vous répond volontiers à tout ça, par contre c'est rémunéré. Et honnêtement, on l'a pas toujours eu, mais nous, la plupart du temps, les gens y avaient même pas pensé, en fait. Ils étaient là, ah oui, non, c'est vrai. Et puis du coup, ils mettent en place un système, ils disent, ok, on va demander à 5 prestataires, on rémunère, ou 3 prestataires, on rémunère les 2 qu'on va partenir. Des fois, oser le dire, ça vaut la peine. Et puis, effectivement, mettre tes références, et si t'as peu de références, mets peut-être quelques références perso aussi, qui correspondent bien au mandat qu'on te demande de faire. Ça, je pense que c'est important. Et si on dit non, c'est pas cool parce que tu comptes peut-être sur ce mandat et que tu as besoin de ce mandat pour tourner. Et ça, mais de lancer un coup de fil puis de dire, voilà, dites-moi ce qu'il y a pas, pourquoi vous m'avez pas retenu. Et des fois, ça tient pas grand-chose. Hein. Ouais. Ça tient pas forcément à la qualité du travail que tu as fourni. Je dirais le coup de fil, je rebondis sur ça parce que je pense que c'est important de pas se cacher derrière un écran tout le temps en écrivant que des mails. Oui. Un coup de fil, dire... écoutez, moi je voudrais vous présenter en personne mon pitch. Je veux bien répondre au pitch, mais par contre, je vous le présenterai à une réunion. Déjà, pour cette histoire de réseautage, dont on parle depuis le début, et pas de dire, j'envoie une presse, et puis le mec, il n'a jamais vu ma tête. Déjà, t'as déjà perdu la moitié de tes chances. T'as raison, ouais. Et surtout, les mandats que tu vas peut-être présenter tes projets, et les quelques photos ou vidéos, ça explique pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est des fois bien d'aller... Je trouve de présenter en personne, c'est hyper important, parce que dans la mesure du possible, en fait. Moi, dans l'expérience qu'on a, j'avais un passif en agence avant de monter ma boîte. Et ce système de pitch, j'ai jamais trouvé faire. En fait, ça m'a toujours un peu dégoûté. Du coup, j'avais décidé... les 10 dernières années, j'ai fait aucun pitch. Et je refusais d'entrer dans cette logique. En fait, j'étais dans une logique plutôt de réseautage où le prestataire me choisissait. S'il voulait pas me choisir, souvent, en fait, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que s'ils te choisissent pas, c'est plus une question en général de prix. C'est-à-dire que ta fourchette de prix soit est trop haute, soit elle est trop basse. Ce qui arrive aussi. Donc, ils se disent que tu corresponds pas, que t'as pas la structure qui correspond à ce qu'ils demandent. Et en fait... Là, j'ai répondu à un petit mandat, j'ai bien vu, pourtant j'ai pas fait, c'était un event, tu vois, ils voulaient un filmmaker. C'était un petit truc, mais j'ai volontairement fait une offre où on allait s'y retrouver financièrement. Et je savais pertinemment qu'ils allaient dire non. Mais je l'ai fait volontairement parce que je savais très bien qu'ils avaient mis 3-4 mecs sur le coup. Et je me suis dit, ce genre de truc, de toute façon, comme tu dis, je suis OK d'envoyer des prix, mais en tout cas, je les connais pas. Je veux m'y retrouver financièrement, c'est sûr. Et puis, c'est pas passé, mais je le savais à l'avance. Ouais. Et puis, cette dernière année, j'ai changé un peu parce que forcément, quand tu grossis, tu t'essayes de dire, OK, j'aimerais faire des projets. Nous, on a l'ambition de faire des images. On aimerait travailler, sortir un petit peu d'Instagram, du Reel, se dire ok, on fait des trucs un peu plus travaillés en termes de lumière, un peu plus cinématique, machin. Donc tu dis j'aimerais des plus grosses équipes. Pour ça, il va falloir commencer à faire des projets, donc bosser avec des agences, pas avec le client en direct. Et puis du coup, ça veut dire que là tu réentres dans cette logique de pitch. Alors là, je l'ai fait, mais avec un client existant, parce que forcément même tes clients existants, au bout d'un moment, ils veulent bien te filer 10, 15, 30, 35, puis après ils ont un problème, ils commencent à dire mais ça on est obligé de le mettre au pitch parce que là il y a plus de 100 000 balles. Donc là tu réentres malgré moi, je réentre dans cette logique, mais en sachant, moi j'ai appelé clairement le client et je les appelle et je leur dis est-ce que je suis alibi, oui ou non.
Enfin, je veux dire, je mets pas 10 jours de travail parce que répondre à un pitch, enfin... ça peut prendre vraiment du temps. Nous, je veux dire, ça prend 10 jours en général. 10 jours hommes. Alors, t'es 3 personnes à travailler dessus pendant 2 jours. Mais surtout, c'est des idées, en fait, que tu donnes comme ça. C'est des idées, en fait, donc, c'est des prêts, c'est des prix. Enfin, ça prend... Et va justifier après, non, mais en fait, c'est nous qui avions soumis l'idée, mais vous avez pas bossé avec nous. Donc, je pense qu'il faut valoriser son travail. Et vraiment, honnêtement, de le dire, de demander est-ce que le pitch est rémunéré, ça fait des fois aussi réfléchir la personne en face, parce que ça peut être des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont jamais fait, ou à qui on n'a jamais fait la remarque, en fait. Et quand ils le réalisent, honnêtement, la plupart du temps, il y a des gens qui vont dire, nous, c'est comme ça, point barre. Mais il y en a certains qui réalisent et qui sont là, ouais, en fait, vous avez raison, on va faire un petit peu différemment. Aussi parce que tu vas avoir des retours peut-être plus qualitatifs. Les gens vont pas juste te dire, alors, je te pose 3 idées parce que, voilà, je sais qu'on est... Et ça sert à rien de demander à 10 agences, quoi. Enfin, puis, de toute façon, un pitch, c'est soit tu y vas full in, soit tu y vas pas. En tant que toi, boîte. Oui, je veux dire, ça sert à rien de se pointer en disant, c'est pas payé, alors on a fait un truc mezzo. Là, t'as aucune chance. Jamais, là, t'as aucune chance. Donc, soit tu dis, j'investis ces 10 jours. Alors, quand t'es une agence et que t'as des employés, puis que t'es une vingtaine, ça va, tu fais un peu couler ça dans la masse salariale. Le pitch, t'as perdu 5-10 jours hommes dans tes salaires, ça va. Mais quand t'es comme moi, seul, avec 2 employés qui sont à des pourcentages réduits, te mettre 10 jours de pitch et de présentation, je veux dire que soit je préfère partir en vacances, soit faire un projet personnel. Mais c'est pour ça que je suis jamais entré dans cette logique. Et là, je l'ai fait très dernièrement. Je fais la présentation d'ailleurs cette semaine. Et on verra, mais je suis impatient de voir si ça va découler sur quelque chose ou pas. Mais j'ai appelé avant et j'ai dit, ok, si c'est pour parce que tu dois remplir ton quota d'agences que tu dois appeler parce que on sait très bien comme ça se passe. Moi, je vois bien, il y a plein de clients, ils me disent, je suis obligé de mettre au concours parce que ce budget il dépasse telle somme. Puis t'es un peu là, ouais, mais je sais très bien que c'est moi qui vais avoir le mandat. La pauvre agence en face qui va se faire proposer, elle a déjà perdu d'avance. Je veux dire, c'est pour ça que ce système, je le déteste. Ouais. Parce que la plupart du temps, de toute façon, ils font des pitchs et t'as déjà perdu avant de commencer. Je pense que ça dépend les boîtes. Parfois, je comprends que des fois, si t'as un mandat ou t'as quelque chose de spécifique, tu vas aller voir. Et il y en a d'autres qui fonctionnent. Nous, on l'a eu dernièrement où, en fait, c'était pas vraiment pitch parce qu'on n'a pas dû fournir, mais ils sont venus nous voir. Puis ils allaient voir 1 ou 2 autres agences. Et puis, en l'occurrence, on a eu le mandat, ce qui est cool, mais ça s'est passé au feeling. On a discuté autour d'un café, ils nous ont présenté ce dont ils avaient besoin, on a un petit peu discuté, ça s'est fait, et là, tu te dis toujours, on est déjà parti sur des bonnes bases. Mais après, quand ils choisissent pas, tu te dis, on n'est pas très sympathiques, ils doivent nous trouver vraiment chiants, en fait. Non, mais des fois, après, ça peut ne pas coller. Enfin, on a aussi des personnalités ou des choses où ils voient les mandats qu'on a fait, puis ils se disent, non, mais en fait, ça n'a pas marché, quoi. Mais je pense qu'il y a une question pour les pitchs, il y a forcément une question de taille de mandat en termes d'argent, clairement. Moi, je pense que si tu fais des trucs, si tu commences ta carrière et que tu fais des trucs à 3000 balles, il faut pas pitcher. Il faut dire, tu me prends moi. Non, faut être réglo aussi, c'est clair. Tu me prends moi ou tu me prends pas, merci, bonsoir. Parce que, je veux dire, tu peux commencer à pitcher à partir de 50 000 francs, mais en dessous... C'est bien, vous nous teasez l'épisode Non, mais je veux dire, il faut que ça fasse sens. C'est très bien. Non, faut que ça fasse sens. Mais si c'est pour un petit mandat, faut pas déconner. Faut pas déconner, tu regardes mon portfolio et puis c'est tout. Oui, si tu vois qu'est-ce que je fais. Allez tout vous faire foutre. Non, mais dans le sens où, appelle-moi, demande-moi une offre et des références. Si tu vois que je fais du boulot correct, challenge-moi sur ce mandat, surtout que si c'est un plus petit budget, c'est certainement pas le mandat qui va faire que ta boîte va réussir ou pas. Voilà. Ouais. Des fois, tu prends plus de risques, c'est clair, parce que on n'a pas nous des demandes que de grandes boîtes. Des fois, c'est des plus petites boîtes et il faut aussi comprendre que en face de toi, t'as des gens qui jouent gros en fait en t'engageant. Donc il faut aussi l'intégrer. Mais voilà, il faut être réglo quoi, parce que c'est du job de répondre à un pitch. C'est vraiment du job et c'est pour ça que nous on a commencé maintenant à dire on répond. Alors on répond si c'est des clients qu'on connaît déjà, si c'est pas rémunéré. Si c'est non rémunéré, on amène l'idée que ça pourrait l'être parce qu'on trouve que c'est réglo en fait. Ouais. Et ça valorise le travail qu'on fournit. Super. Très bon tips, je copierai. Merci beaucoup pour cette partie 1 qui était super intéressante. D'ailleurs, il y a peut-être un podcast, j'y pensais, qui pourrait être en lien avec. C'est le podcast où on parle un peu de comment se placer. Je sais plus exactement le titre, mais il y aura tout ça en description. Ouais. Où en fait, c'est quand on parlait un peu des prix, etc. C'était peut-être plus destiné à des gens qui se lançaient et savoir un peu quelle grille tarifaire ils devaient mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cet épisode si vous l'avez pas encore vu. Merci en tout cas pour cette première partie, c'était méga intéressant, méga pertinent.
On peut vous retrouver sur les réseaux. Alors, je crois pas toi, Camille. Je crois qu'il y a juste Trivial Mass sur les réseaux, mais il n'y a pas toi. Mais allez suivre Trivial Mass, du coup. On dirait pas, j'y suis, mais ils sont pas très intéressants, mes réseaux. Mais sinon, allez voir aussi John et Crew Production, c'est ça. Voilà. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la partie 2.